Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans l'invité de la rédaction de Médien TV. Il est expert, consultant, sociologue et auteur. On parle de Abdessamad Dialmi. Vous êtes notre invité ce soir. Vous êtes expert en genre, sexualité et féminisme en islam. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous avez écrit une vingtaine de livres. Le dernier en date, c'est celui que j'ai entre les mains. Pour une masculinité non violente à l'égard des femmes. Et justement, c'est de ce livre qu'on va parler ce soir. D'accord. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Merci. Tout d'abord, qu'est-ce qui vous a motivé à l'écrire? Parce que c'est un titre particulier quand même, qui interpelle. Enfin, c'est que, bien sûr, je suis professeur de sociologie. Pendant une quarantaine d'années, j'étais prof de sociologie à l'université. Mais je ne suis pas seulement professeur de sociologie, je suis sociologue. C'est-à-dire quelqu'un qui pratique un sport de combat. La sociologie est un sport de combat. Et moi, je suis un sociologue engagé, un sociologue féministe qui défend l'égalité homme-femme. Bien sûr, nous sommes différents biologiquement, mais cette différence biologique n'exclut pas l'égalité entre hommes et femmes en matière de droit. Et parmi les expressions de l'injustice à l'égard des femmes, la violence à leur égard, une violence qui est instituée par un système patriarcal, par un système social, qui donne à l'homme cette arme qu'est la violence pour dominer, pour maîtriser, pour éduquer, pour corriger les femmes. Et du coup, en tant que sociologue féministe, je ne pouvais pas éviter de parler et de traiter de la violence à l'égard des femmes. Pour moi, c'est un combat fondamental. C'est d'abord un phénomène social qu'on peut considérer comme pathologique, c'est une maladie sociale. Ce phénomène-là interpelle toute conscience civile et civique. On parle de quel type de violence exactement? Toutes les violences. Psychologique, physique. La violence, elle est, comme vous le dites, elle est polymorphe. Elle a plusieurs formes sexuelles, physiques, économiques, verbales, psychologiques. Elle est également multicontextuelle. Elle se produit dans plusieurs contextes, dans la famille, dans les ménages conjugaux, dans la rue, dans l'administration, partout. Donc c'est un phénomène social total, si je puis dire, qui touche à tous les domaines et qui est transversal. Cela a été dit plusieurs fois, vous voyez. Et justement, du coup, comment elle est exprimée, cette violence? Comment on l'exprime? Comment l'homme l'exprime-t-elle? Il l'exprime soit physiquement, par des coups, par des blessures, par le viol, par priver la femme de nourriture, par la priver de son argent, ne pas l'entretenir, ou bien, par exemple, l'insulter, ou l'empêcher de travailler, ou l'empêcher de sortir, l'empêcher de s'habiller comme elle veut. Vous voyez, il y a plusieurs formes de violence masculine à l'égard des femmes. Et à votre avis, quels sont les progrès qui ont déjà été accomplis pour justement limiter cette violence envers les femmes, et quels sont les défis qui existent encore et qu'il faut encore relever, bien évidemment? Vous savez, le phénomène a été abordé par les pouvoirs publics dès la fin des années 90, il faut le reconnaître et le dire. Il y a eu bien sûr au départ l'action de la société civile qui a interpellé les pouvoirs publics pour que ces pouvoirs-là agissent, et ça a démarré justement à la fin des années 90. Mais à l'époque, on n'avait pas encore une évaluation statistique, c'est-à-dire le pourcentage des femmes violentées. Il a fallu attendre 2009-2010 pour que le HCP, le Haut Commissariat au Plan, fasse la première enquête nationale sur la violence à l'égard des femmes. Et là, on a eu les premiers chiffres officiels, n'est-ce pas? C'était 63,6%, 64%, mettons, de femmes ayant subi une forme de violence. Et c'était là une sorte de repère. En 2018, on a eu une autre enquête faite par le ministère de la Famille à l'époque et qui a montré que cette violence a baissé.
Et le pourcentage était de 54% à peu près. Et donc, il y a eu progrès, officiellement. Quoique les associations féministes disent que ce chiffre-là n'est pas crédible parce que le commanditaire de l'enquête, c'est le gouvernement lui-même. Donc il se fait plaisir, il montre qu'il a fait des progrès, qu'il a réalisé des choses. Et puis il y a aussi certaines femmes peut-être qui ne parlent pas. Oui, il y a ça, bien sûr, il y a des cas non déclarés. Beaucoup de femmes préfèrent ne pas en parler, par pudeur, pour ne pas créer de problèmes, pour ne pas arriver au tribunal. Mais ce que je voudrais vous dire ici plus spécialement, c'est qu'avant 2010, on n'avait pas de chiffres, on n'avait pas d'évaluation statistique. Et du coup, moi, mon hypothèse, c'est que, par définition, au départ, toutes les femmes étaient violentées. 100% de femmes étaient violentées, vous voyez, qu'elles le disent ou pas, mais c'était pratiquement la quasi-totalité des femmes sont violentées. Et quand vous dites violentées, c'est une violence quotidienne ou c'est... Oui, bien sûr. Elles ont été assujetties à une violence à un certain moment de leur vie, par exemple? Toutes les formes, bien sûr, ça peut se produire quotidiennement, ça peut être épisodique, ça peut être sexuel, ça peut être économique, vous voyez. Mais la question n'est pas là. La question, c'est que dans un système social patriarcal, la femme est construite pour être violentée. La violence, elle fait partie du système. C'est-à-dire que la femme, c'est cet être dangereux, cet être maléfique, c'est le mal, c'est le démon. Donc il faut le maîtriser, il faut le dominer, il faut le violenter. Vous parlez de normes sociales, on est bien d'accord, tacites. Même pas tacites, non. C'est-à-dire une forme de norme sociale qui s'est généralisée de manière peut-être inconsciente suite à un héritage. Non, elles ne sont pas tacites, elles sont explicites, n'est-ce pas? Les gens disent, les gens sont éduqués. Il y a une socialisation patriarcale qui fait que les femmes trouvent normal qu'elles soient violentées et qui fait que les hommes trouvent normal qu'ils violentent les femmes, voyez. Mais on parle de quel type de femmes? Est-ce que ce sont... Parce qu'il y a aussi des femmes qui sont indépendantes, qui travaillent, qui ont... Ça, c'est... Bien sûr, ça... Ils ont quand même le moyen de se défendre, je veux dire, par rapport à une femme qui est, par exemple, mariée, qui n'a pas de fonction, qui est à la maison, qui ne rencontre personne. C'est sûr. À ce moment-là, c'est sûr. Vous avez raison. C'est-à-dire que les féministes ont tendance à dire que toutes les femmes sont violentées. Mais là, votre intervention, elle est intéressante, elle fait plaisir comme sociologue. Effectivement, ça varie de classe sociale à classe sociale, ça varie de statut à statut. On ne peut pas dire que toutes les femmes sont violentées de la même façon, avec la même intensité et sous toutes les formes, et sous les mêmes formes. Effectivement. Puis, il y a des femmes qui exercent aussi une violence vis-à-vis des hommes. Ah non, ça c'est autre chose. Là, justement, je ne suis pas d'accord du tout. Parce que c'est quoi la différence? Bien sûr, les femmes peuvent exercer une violence contre... Parce qu'on parle d'hommes maltraités aussi. Attendez, s'il vous plaît, on est d'accord. Il y a des hommes qui sont violentés, qui sont maltraités. Mais il y a une différence fondamentale. C'est que la violence des hommes à l'égard des femmes, elle est structurelle, elle est structurante, elle est inscrite dans les gènes du système patriarcal. Par contre, la violence des femmes contre les hommes, elle n'est pas fondée sur le genre. Ce n'est pas parce qu'il est homme que l'homme est violenté. Par contre, c'est parce qu'elle est femme que la femme est violentée. Vous voyez? Donc c'est un phénomène... C'est la différence. Vous voyez, donc on ne peut pas dire les femmes sont violentées, mais elles aussi, elles violentent les hommes. Et donc c'est une sorte de match nul. Je ne disais pas ça, mais je disais qu'il existe aussi des hommes qui subissent des maltraitances. Et comment on peut les percevoir aussi? C'est ce qu'on appelle le masculinisme. C'est-à-dire, certains hommes disent, on est accusé de maltraiter les femmes, mais les femmes aussi nous maltraitent. Et donc nous, hommes, nous sommes également victimes. Il faut qu'on reprenne notre pouvoir, il faut qu'on reste dominant, n'est-ce pas, qu'on soit maltraité par les femmes. Et là, c'est un masculinisme versus féminisme, vous voyez. Mais je vous dis, ce ne sont pas les mêmes violences. Les unes sont inscrites dans les gènes, dans l'ADN du système patriarcal, qui est le nôtre, n'est-ce pas, qui est encore le nôtre, malheureusement, alors que la violence des femmes contre les hommes,
elle est vraiment très minoritaire, très marginale. Elle ne module pas le système, elle ne module pas les rapports sociaux de sexe. Je vais vous parler d'un petit passage que j'ai lu en début de votre livre, que Oui. j'aimerais que vous approfondissiez. Alors, je vais vous citer. Les hommes sont soit des auteurs de violences effectifs, soit des auteurs de violences potentielles, de par le seul fait qu'ils sont des hommes. Oui. C'est fort ce que vous dites. Pardon? C'est assez fort. Ça veut dire qu'au Oui. final, on a soit des hommes violents, soit des hommes potentiellement violents qui vont le devenir avec le temps. Ben justement, c'est ce que je disais, c'est le système. C'est-à-dire que le système construit les hommes comme des violenteurs potentiels. On nous dit à nous les hommes, si vos femmes vous désobéissent, si elles dépassent certaines limites, il faut les ramener à l'ordre, leur rappeler qu'elles sont femelles et qu'elles doivent respecter certaines lignes rouges. Donc il se peut que je ne sois pas violent, mais j'ai dans mon conscient, dans mon subconscient, le droit de violenter une femme si elle dépasse certaines lignes rouges. Et du coup, je peux passer à la violence effective, vous voyez. Mais le système fait des hommes des violenteurs potentiels. C'est dans l'ordre des choses. Est-ce qu'on part dans le passé ou est-ce que c'est toujours d'actualité? Le patriarcat est un combat, est un système difficile à abattre. Oui, mais les choses évoluent tout de même, et il y a des efforts qui sont déployés. Elles évoluent. Certaines familles, dans certaines classes sociales, instruites, classes moyennes supérieures, essayent de contrecarrer, de lutter contre un tel système. Mais il reste majoritaire, il reste dominant. Qu'est-ce qui peut être fait aujourd'hui, maintenant, de manière urgente, pour faire en sorte que les choses changent? Il y a plusieurs choses, justement. Il y a l'action publique. Il y a des politiques publiques qui sont là, qui doivent d'abord sévir, punir les hommes violenteurs. Ça, c'est bien sûr une dimension importante, immédiate, qu'il faut vraiment appliquer à la lettre et de manière sévère. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut aller beaucoup plus loin, beaucoup plus profondément. Il faut reconstruire, à mon avis, la masculinité. Il faut créer des hommes nouveaux. Parce qu'il y a une définition qui est maintenant dominante, c'est la définition de la masculinité patriarcale, la masculinité, être homme, c'est dans ce système-là, être privilégié, être dominant, être violent, ça fait partie de la masculinité, vous voyez. Il y a comme une sorte d'association mécanique, automatique, entre masculinité et violence, ne fût-ce que verbale, vous voyez. Et virilité. Bien sûr, ça va ensemble, c'est-à-dire, mais aussi bravoure, courage, générosité. Force. Mais il faut dissocier justement entre des traits qui sont positifs, qu'on doit maintenir, la virilité, la force, le courage, mais ne pas les associer à la violence à l'égard des femmes. Il faut aller vers des hommes qui restent braves, courageux, généreux, qui tiennent leurs paroles, mais qui en même temps renoncent à la violence comme arme ultime pour dominer la femme. Même le terme domination ne doit plus exister en fait. Il faut que ce rapport-là soit un rapport pacifié, un rapport apaisé, un rapport apaisant, vous voyez. Il y a un autre d'ailleurs passage que j'espère trouver où vous dites l'homme le plus écrasé et le plus humilié dans l'espace public et ou professionnel a toujours la possibilité de se rattraper et de se réhabiliter en battant son épouse. Bien sûr, bien sûr. Ça veut dire qu'au final, quand ils ne se sentent pas assez forts, peut-être dans un certain contexte qui est par exemple professionnel ou avec d'autres hommes, bien sûr. Ils veulent ressentir cette force et cette virilité, mais avec leur femme, c'est ça? Bien sûr. Les hommes écrasés socialement par leur patron, par leur situation de classe sociale, par leur pauvreté, se rattrapent en violentant leurs épouses, vous voyez. La frustration qui est subie, l'humiliation qui est subie dans l'espace public, certains hommes la rattrapent dans l'espace privé. On peut parler donc d'hommes malades? Ben non, justement.
non, non. Ce ne sont pas des hommes malades. Ce sont des hommes qui ont été blessés dans leur amour propre, dans leur narcissisme, et qui, sans être malades, sans être drogués, sans être ivres, se rattrapent sur la femme pour se réhabiliter à leurs propres yeux. Vous voyez, retrouver cette image de la force, n'est-ce pas, qui est sécurisante pour lui. Et ça, c'est important, n'est-ce pas? C'est important. Bien sûr, et là, vous me rappelez une chose qui est importante, c'est-à-dire, il y a bien sûr des hommes qui violentent leurs femmes, qui les battent, qui les frappent, parce qu'ils sont alcooliques ou drogués ou malades mentalement. Il y en a. Ce sont des gens qui doivent être traités, qui doivent être pris en charge par des psychologues, par des médecins, cela est certain. Mais ce type d'homme violenteur, c'est vraiment très, très minoritaire. Et en fait, pour moi, c'est l'ensemble des hommes dits normaux qui violentent les femmes, non parce qu'ils sont ivres ou drogués ou dérangés mentalement, non, parce qu'ils sont tout simplement hommes. Et je vous violente, vous, femmes, parce que vous êtes d'abord une femme, ne fût-ce que pour ça. Mais justement, est-ce que ces hommes-là sont conscients? Quels hommes? Ces hommes dont vous êtes en train de parler, qui exercent une violence à l'égard des femmes, est-ce que quand ils se jugent eux-mêmes objectivement, vis-à-vis d'eux-mêmes, ils sont conscients des comportements qu'ils adoptent ou est-ce qu'ils... Ils assument. Ils assument. Bien sûr qu'ils assument. Parce que certains peuvent se considérer comme ne pas être violents alors qu'ils exercent une violence quotidienne. Vous savez, dans ce livre-là, parce que j'ai écouté beaucoup d'hommes dans plusieurs villes, dans 9 villes marocaines, j'ai fait des enquêtes dans 9 villes marocaines, quelques hommes m'ont dit l'homme, il faut respecter les droits de l'homme dans sa maison, le droit de l'homme avec un petit h, pas le droit de l'homme, mais le droit de l'homme dans sa maison. Donc moi, quand je rentre en tant qu'homme dans ma maison, il faut que mon épouse vienne, me serve, qu'elle soit là, à ma disposition, qu'elle me lave les pieds, qu'elle m'apporte à manger, qu'elle réponde à mes désirs, quels qu'ils soient. Donc il n'y a pas moyen que ce soit des comportements inconscients? Non, non, du tout, du tout. Pas. Au contraire, ils trouvent ça légitime. Ils trouvent ça légitime, n'est-ce pas? Un refus, si la femme elle est fatiguée, si elle rentre en retard, n'importe quoi, n'importe quel prétexte est bon pour que l'homme actionne le bouton violence, vous voyez. Et c'est une sorte pour affirmer une masculinité, vous voyez. Rujula, mashi fuhula, rujula, rujula, mashi dhukura, rujula, vous voyez. C'est-à-dire, quelque chose de construit socialement. Ça, c'est culturel. C'est très culturel, effectivement. Et on parle aussi de masculinité positive. Oui. Donc c'est le fait de sensibiliser les jeunes C'est ça. Non, c'est dire que c'est le fait que cette masculinité cesse d'être patriarcale, d'être dominante, d'être hégémonique, vous voyez, qu'elle devienne égalitaire, qu'elle ne fasse pas souffrir les femmes et qu'elle ne se fasse pas souffrir elle-même. Parce que la masculinité, bien sûr, c'est un pouvoir, mais c'est aussi une conquête. Il faut rester tout le temps homme. Ce n'est pas une tâche facile. Le système patriarcal nous impose à nous les hommes de rester toujours en érection totale, n'est-ce pas? Toujours droit, toujours puissant, toujours fort, n'est-ce pas? Et ça, c'est un enjeu à relever au quotidien. Et ça fait souffrir. C'est toxique pour l'homme lui-même. Vous voyez, ça le fait souffrir. Est-ce qu'il va pouvoir rester tout le temps homme, tel que le définit le patriarcat? Est-ce qu'il va flancher? Il flanche parfois, vous voyez. Donc, c'est toxique pour lui. Et c'est également toxique pour les femmes. Parce qu'il faut qu'il montre à la femme qu'il est toujours fort, qu'il est toujours dominant, qu'il est toujours le maître. Absolument, on arrive déjà au terme de cette émission. Ça a été tellement rapide, mais écoutez, c'était un plaisir de vous avoir avec nous. Merci. Donc, Abdessamad Dialmi, vous êtes sociologue et auteur, expert en genre, en féminisme et en sexualité. Merci, madame. Merci d'avoir été avec nous. Un plaisir. Un plaisir partagé. Pour moi, merci. C'est la fin donc de cette émission pour ce soir. On se retrouve demain pour une nouvelle thématique.